Europe 1, il est 18h32, c'est le moment du débat d'Europe Soir au sujet des drones avec vos invités François Geffrier. Et on attend évidemment vos questions sur Twitter, #E1Soir. Bonsoir Stéphane Morelli. Bonsoir. Vous êtes le fondateur d'Azur Drone, ancien président de la Fédération professionnelle des drones civils. Bonsoir Erwan Lecomte. Bonsoir. Vous êtes rédacteur en chef adjoint de scienceetavenir.fr. Et bonsoir à vous, Richard Vinuesa. Bonsoir. Voilà, vous êtes consultant en drone, organisateur de courses de drone. Merci à vous trois d'être avec nous en direct dans Europe Soir. Samedi, le président du Venezuela s'est dit victime d'un attentat au drone chargé d'explosifs. Hier après-midi, un mystérieux drone a survolé le fort de Brégançon où se trouve en ce moment Emmanuel Macron. Est-ce qu'il y a un risque avec ces petits engins téléguidés, Erwan Lecomte ? Alors, il y a toujours un risque. Le risque zéro n'existe pas, quelle que soit la technologie et quel que soit l'appareil qu'on utilise. Concernant les drones, on est sur deux types de risques, entre guillemets, très différents, selon qu'on parle d'un simple survol d'une propriété privée, fût-elle celle du chef de l'État, ou d'un attentat à la machine piégée, comme ça a été le cas avec Maduro. Donc, le risque zéro n'existe pas, mais il faut bien discerner de quoi on parle. Stéphane Morelli, est-ce que les drones qu'on trouve aujourd'hui abondamment dans le commerce peuvent se révéler dangereux ? Oui, dans la mesure où une bonne partie d'entre elles déjà est accessible pratiquement sans contrainte, sans obligation, même si une loi qui a été promulguée en 2016 va progressivement mettre un peu de contrainte à ce niveau-là. Puis c'est aussi l'effet de masse, c'est-à-dire que je dirais quelque part un drone tout seul ne crée pas la menace, mais lorsque vous en avez quelques centaines de milliers qui sont achetés en une seule année, statistiquement vous faites émerger une menace, même si les drones sont de très petite taille. Il faut bien peut-être préciser qu'il y a différentes catégories de drones. Là, on parle évidemment pas des drones militaires, mais même dans les drones civils. Vous êtes ancien président de la Fédération du drone civil. Il y a ceux qu'on trouve dans les magasins de jouets et puis ceux qui sont à usage professionnel. Oui, il y a encore une ambiguïté, même s'il y a une filière professionnelle qui est en train de se créer, de se structurer et qui marche plutôt bien dans un certain nombre de secteurs. Il y a aussi des utilisateurs dont on ne conteste d'ailleurs pas du tout le droit d'utiliser ce drone à des fins de loisirs, mais parfois c'est le même drone qui peut être utilisé par un professionnel que par un amateur. Il est en vente dans certaines grandes surfaces et en fonction des catégories et des capacités de ce drone, on peut surveiller, on peut repérer, on peut transporter, dans le cas le plus important, on peut transporter des charges qui peuvent effectivement créer des véritables menaces. Richard Vinuesa, vous qui êtes consultant en drone, organisateur de courses de drones, donc là on est sur des drones de loisirs. Est-ce qu'avec ces drones-là, les petits drones qui font quelques centaines de grammes, on peut transporter des charges par exemple ? Eh bien, j'aurais pu vous dire non, mais je vais devoir vous dire oui. Parce que tout petit drone qu'il soit, même si le drone va peser 100 grammes ou 200 grammes, on pourra lui mettre une charge ne serait-ce que de 10 grammes. Et 10 grammes d'anthrax, ça peut faire du dégât. Donc je pense qu'il faut vraiment... je pense que M. Morelli sera d'accord avec moi, mais vraiment réguler la circulation des drones vraiment à la source. Mais de tous les drones là, vous parlez Moi, je parle de tous les drones, oui. Ça veut dire que les drones qu'on achète, y compris pour 40 ou 60 euros dans un magasin de jouets à Noël, il faudrait quoi qu'on ait une certaine traçabilité, voilà, plus ou moins traçable par rapport aux machines qu'on achète. Ça veut dire une immatriculation. Quand vous parlez de traçabilité, concrètement, c'est quoi ? Alors, M. Morelli pourra vous le dire, déjà dans le milieu professionnel, les drones sont immatriculés. Mais qu'il y ait quelque chose, un code barre, après tout peut s'enlever, vraiment si on regarde dans le négatif. Demain, vous allez acheter un tournevis chez une grande enseigne et vous pouvez faire du mal avec. Mais plus de traçabilité dès que les machines sortent de ces enseignes, qu'ils soient petits ou grands. Mais une traçabilité. Alors, il y a des machines qu'on peut tracer plus facilement, d'autres plus difficilement, mais qu'on puisse savoir par ces machines. Alors, une machine, effectivement, qui pèse 10 grammes, elle va pas aller bien loin, mais voilà, même en dessous des 800 grammes, qu'il y ait cette traçabilité. Stéphane Morelli, effectivement, vous parliez de cette loi qui a été promulguée en 2016, qui impose une immatriculation et aussi des balises, je crois, sur les drones. C'est quoi ça exactement comme dispositif technique ? Alors on va parler donc plutôt d'un enregistrement des drones
dont la masse est supérieure à 800 grammes. Donc j'achète un drone de plus de 800 grammes, je dois me faire enregistrer auprès des autorités. Je m'enregistre en ligne. On attendait le décret d'application de cette loi cet été. Bon, il n'est pas sorti, peut-être à la rentrée. Et donc c'est valable pour un professionnel ou un amateur. Le dispositif dit de signalement électronique, eh bien c'est aussi une caractéristique qui va affecter les drones de plus de 800 grammes et qui permettra à un agent de la force publique d'avoir une réponse sur son écran, sur une tablette, à partir du moment où il est à moins de 300 mètres du drone qu'il observe, pour savoir si c'est un drone de la société Azure Drone ou si c'est un drone de Monsieur Vinuesa qui est en train peut-être de faire une course de drone je dirais qu'il aura bien évidemment bien organisé. Donc plus sérieusement, on voit bien que tout le monde tend, parce que l'action de la France est relativement... elle est parmi les premières du genre dans le monde, et la réglementation européenne tend vers ça. Tout le monde tend vers ce que les conditions d'utilisation des drones soient de plus en plus cernées, contraintes. Alors après, le seuil de masse de 800 grammes, il a été décidé, je pense, par le gouvernement et l'Assemblée. Un peu arbitrairement, quoi. Il fallait fixer un chiffre. Et oui, parce que maintenant, vous avez avec un drone qui fait 745 grammes et que Richard connaîtra très bien, qui est un drone chinois qui fait des images magnifiques, vous pouvez passer en dessous du seuil de masse et vous pouvez faire... les constructeurs se sont adaptés. Hein. Les constructeurs se sont adaptés. Et puis, de toute façon, la miniaturisation de l'électronique, elle va vers le sens que les masses vont fortement diminuer dans les années qui viennent. Erwan Lecomte, rédacteur en chef de Sciences et Avenir, on entendait effectivement, on peut acheter un tournevis dans un magasin de bricolage et faire beaucoup de dégâts. La différence avec un drone, on peut dire que c'est un outil, mais la différence avec un drone, c'est que là, l'outil, il vole, il dépasse les barrières, il dépasse les murailles du fort de Brégançon. Est-ce que cette dangerosité-là, cette immatriculation, c'est une bonne idée ? Alors, c'est une bonne idée. Essentiellement, moi, je ne crois pas tellement à un danger de transport de charges explosives. C'est une utilisation qui, pour moi, est très marginale. Ce qu'il faut surtout réguler, parce que ça va être surtout ce qu'on va rencontrer, c'est avec la multiplication, comme cela a été dit, du nombre de machines qui sont vendues. On parle effectivement de plusieurs centaines de milliers de machines qui sont vendues chaque année. C'est des nuisances sonores, c'est des nuisances relatives à la propriété privée, au fait d'aller espionner, surveiller ce que vous faites, d'avoir en permanence un bourdonnement au-dessus de la tête. Et c'est dans cette optique qu'une identification de chaque machine qui permettra de savoir qui vole où, qui respecte la loi est nécessaire, mais il ne faut pas forcément le voir comme une contrainte. C'est aussi, à mon sens, un avantage pour l'utilisateur, parce que ça ne fonctionnera pas si on marche que à la contrainte. Il faut aussi apporter un bénéfice à l'utilisateur de l'immatriculation. Si vous immatriculez votre machine et si vous vous faites recenser au moment de voler, ça peut s'accompagner de réservation de créneaux de vol, par exemple, avec une sorte de tour de contrôle dématérialisé. Vous allez pouvoir aller sur une zone qui normalement était interdite au vol, et là on va dire, puisque vous avez réservé, pendant 1 heure, la zone elle est à vous, vous voulez où vous voulez, on vous fournit des informations météo, on vous fournit des statistiques sur votre vol, on retrouve pourquoi pas votre machine, puisqu'on peut aussi la localiser si jamais elle est perdue. Donc parce que, faut dire ce qu'il y a aujourd'hui, il y a des règles, mais c'est un petit peu la jungle quand même, l'utilisation des drones de loisirs. C'est un petit peu la jungle. On le fait dans son jardin, mais on a beau être dans une ville, voilà. Il y a beaucoup de flou juridique. Il y a beaucoup de flou juridique sur le type de machine qu'on utilise, et je dirais même qu'il y a un flou sur ce qu'on appelle un drone. C'est-à-dire, on appelle drone aujourd'hui des machines qui sont vendues à 10-15 euros dans des grandes surfaces, qui n'ont rien de drone, qui sont juste des petits aéronefs. Excusez-moi, ils ne voulaient pas sortir. Des petits aéronefs volants qui n'ont aucune capacité d'automatisation, aucune capacité de filmer, aucune capacité de revenir, aucune capacité à prendre des décisions. Donc même là-dedans aussi, il y a une classification à faire. Je suis entièrement d'accord. Richard Vinuesa, allez-y. Non, je suis entièrement d'accord avec ce que disait monsieur. C'est vrai que ce mot de drone et ces petites machines qui quelque part ne vont nulle part et n'ont rien à voir avec un drone, ne serait-ce que les drones qu'utilise monsieur Morelli. Mais elles sont loin d'être égales. Bon. Et est-ce qu'il faut imposer un permis de drone, une formation avant d'utiliser un drone pour vous, Richard Vinuesa ? C'est évident. C'est évident. Alors c'est évident dans le milieu professionnel, ça c'est clair. Mais une formation pour ce qu'on va appeler les petits aéronefs, je pense qu'il faut
une formation de connaissance, au moins de savoir. Une sorte d'examen théorique. Avec, est-ce qu'on ne peut pas faire. Voilà, du théorique, mais vraiment du théorique dans le bon sens. On va pas étudier voilà, un plan météo pour une petite machine, comme disait monsieur, à 10 à 20 euros. Mais, parce que déjà, elle va pas monter. Mais oui, une connaissance au moins du minimum qu'on a en France déjà. Ce qu'on peut faire et ce qu'on ne peut pas faire. C'est beaucoup de gens, beaucoup de papas bienveillants achètent des petites machines à leurs enfants. Mais réellement, ils sont loin de connaître ne serait-ce que les 10 règles, quoi. Donc, alors justement, c'est surprenant. Est-ce que, Stéphane Morelli, on peut les rappeler, les règles de base pour pouvoir faire voler un drone quand on est un amateur? Alors, on va peut-être commencer par dire que cette formation théorique pour les utilisateurs de drones de loisirs, elle est prévue dans la loi. Elle devrait être appliquée effectivement à partir de cet été. C'est une formation en ligne avec un QCM, un questionnaire à choix multiples, qui sera délivré en ligne et qui fera en sorte que monsieur Untel, avec le numéro d'enregistrement de sa machine, a réussi l'épreuve et donc il est maintenant réputé capable de voler. Donc ça, il faudra faire ça avant d'acheter un drone. Hein. On devra juste après, montrer un certificat. Je pense qu'il y aura une date limite à partir de laquelle vous serez obligé de... dans des conditions qui honnêtement ne sont pas encore très très bien établies, donc je pense qu'il y a encore un peu de retour d'expérience à avoir avant qu'on soit bien sûr de la façon dont ça va s'implémenter. Alors les règles les plus élémentaires lorsqu'on a un drone et qu'on est très heureux de l'acquérir et qu'on le sort de son carton, c'est que on va tenir compte du fait qu'un drone n'est probablement pas, assurément pas capable de voler avec une probabilité nulle de tomber au sol comme ça, tel qu'un Airbus A320. Donc on va pas survoler le public. On va voler à très basse altitude. On va pas voler dans les lieux publics. On va pas voler en ville. On va pas voler de nuit, on va préserver la vie de ses voisins, la vie privée de ses voisins en n'allant pas les espionner. Mais là, vous nous parlez de règles de bon sens, de savoir-vivre ou de règles qui sont dans la loi? Alors on est dans ce qu'on appelle chez les anglo-saxons la soft law, c'est-à-dire c'est les fameux 10 commandements du drone qu'a édité la Direction générale de l'aviation civile et qui se retrouve... Ça fait office de réglementation, donc. Aujourd'hui, c'est ce que disait Herman Lecomte, c'est-à-dire la volonté plutôt d'éduquer les gens que de les réprimer. Et je pense que l'initiative de la DGAC est plutôt bonne en ce sens. Maintenant, ça n'élimine pas le fameux risque de quelqu'un qui ne connaît pas la loi ou qui la connaît mais qui veut s'en affranchir et qui veut, comme c'est peut-être le cas à Brégançon, prendre des clichés ou alors faire le malin, tout simplement. Erwan Lecomte, est-ce qu'on a des moyens de détection des drones? Est-ce qu'une tour de contrôle d'un aéroport détecte les drones sur son écran radar? Est-ce qu'on peut les intercepter aussi? Alors ça, c'est une excellente question. J'aurais été tenté de vous dire oui, parce que... ça fait 2 fois que vous dites ça. Hein. À partir de fin 2014, il y a eu une vague de survol de centrales nucléaires, de villes par des drones, et c'est là que les autorités... aussi, la place de la Concorde. Voilà, absolument. Les autorités ont vraiment pris conscience du problème et du danger que ça pouvait représenter. Il y a eu un appel flash qui a été lancé par l'ANR pour trouver des solutions techniques, justement, à ce problème. Et on nous a présenté... à nous, à Sciences et Avenir, comme à toute la presse, tout un tas de mesures techniques qui sont censées... Alors, les détecter, on sait très bien faire, on sait repérer un objet qui vole. Faire la différence avec un oiseau, c'est un peu plus difficile, mais on... C'est-à-dire qu'on les confond avec des oiseaux? Ah oui, ça vole à la même vitesse, à peu près à des altitudes. Autrement dit, c'est irrepérable. C'est repérable. Il y a des signatures qu'on arrive à détecter. On peut détecter de très loin des mouvements et après tout dépend de la distance. Si vous êtes suffisamment près, vous arrivez quand même à faire la différence, mais ça nécessite quand même une analyse assez poussée du traitement d'image, du traitement de sonar, voilà. Donc il y a tout un tas de mesures techniques qui ont été développées, aussi bien en termes donc de repérage que d'identification et aussi théoriquement de neutralisation. La neutralisation, ça a été longtemps le maillon faible. Il y a des techniques qui fonctionnent à l'aide de brouillage, apparemment ce qui concerne Maduro. Alors il y a 2 versions. Il y a une version qui dit qu'ils ont été tirés par des snipers. Il y a une version qui dit qu'ils ont été brouillés et ils ont explosé parce que les terroristes en avaient perdu le contrôle. Voilà, donc, on dit que le drone qui a survolé Brégançon aussi hier a été brouillé effectivement et que c'est pour ça qu'il est ensuite tombé à l'eau. Alors on ne sait pas. On ne sait pas s'il a été brouillé. On ne sait pas si le
simplement le pilote en a perdu le contrôle. En revanche, il y a eu un autre élément d'actualité qui s'est passé en juillet qu'on n'a pas évoqué là, c'est le survol de la centrale de Bugey par Greenpeace, où là, ils ont fait très très fort. Ils ont envoyé 2 drones, un drone déguisé en Superman et un deuxième drone derrière qui filmait la scène. Et sans aucun problème, ils ont réussi à survoler la centrale, à aller faire s'écraser l'une de leurs 2 machines contre un bâtiment. Et à aucun moment, le moindre dispositif n'a été déclenché. Ils ont refait l'expérience dans les heures qui ont suivi en envoyant un avion radiocommandé qui a aussi survolé la centrale. Et sans aucun problème, toutes les images sont disponibles sur leur site. Donc, c'est pour ça que je vous disais, théoriquement, on a des outils pour arrêter les drones. Et là, on montre que ces outils soit ne sont pas opérationnels, les centrales soit nucléaires, n'ont pas en été tout cas, ne sont pas équipées, Richard Vinuesa. C'est assez inquiétant, non, cette affaire de drones qui survolent les centrales sans contrôle. En tout cas, ils ne sont pas interceptés. Oui, c'est très inquiétant. Mais bon, je pense que ça, c'est plutôt des questions de gouvernement, parce que bon, des outils, il y en a. Des sophistiqués, des plus sophistiqués. Bon, il y a des dômes, il y a des fusils, il y a plein de choses. Aujourd'hui, le marché, justement, a créé par rapport aux drones et à la problématique de sécurité du drone, des effets pour avoir des solutions. Donc des solutions, il y en a. Seulement, il faudrait peut-être savoir réellement si les lieux sensibles sont vraiment équipés de toutes ces solutions ou de quelques-unes. Ça, je ne pourrais pas vous répondre. Peut-être M. Morelli sait quelque chose sur certains points de centrale, mais... Alors peut-être répondez à cette question, Stéphane Morelli, aussi à celle d'Olivier sur Twitter qui nous dit « Ok pour immatriculer un drone, mais si je le fabrique en kit avec des pièces détachées ?» Il ne sera pas immatriculé. Eh bien, je vais vous souhaiter bon courage. C'est probablement aujourd'hui plutôt du domaine de l'aéromodélisme, où là, la personne va pouvoir l'utiliser dans des lieux particuliers. Mais ce qui relève d'une construction industrielle, on est dans un secteur qui est en train de se structurer. Ça va forcément passer sous les fourches codines de quelque chose qui va plus trop s'adresser à un particulier et qui va donc normalement pas trop prendre en compte ce genre de cas. Pour revenir sur Brégançon, pour moi, il est assez probable que le dispositif de sécurité autour du président soit doté d'un brouilleur, parce que des brouilleurs, ils sont aujourd'hui en dotation, alors peut-être pas partout, peut-être pas dans la petite brigade de gendarmerie de la Corrèze, mais au fort de Brégançon, je serais prêt à parier que... Bon. Merci beaucoup à vous 3, Stéphane Morelli, fondateur d'Azur Drone, ancien président de la Fédération professionnelle des drones civils. Merci à vous, Erwan Lecomte, rédacteur en chef adjoint de scienceetavenir.fr. Et merci à vous, Richard Vinuesa, consultant en drone, organisateur de courses de drone. Merci d'être venu en direct débattre sur Europe 1.